Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous revoir dans le cadre des webinaires midi. On en a tenu quelques-uns, il y en aura d'autres à venir. Merci de garder vos micros et caméras fermés. La rencontre d'aujourd'hui se divisera en trois blocs. Le premier bloc, les affaires publiques et gouvernementales que j'animerai. Le second, le développement professionnel. Et aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur les relations du travail où le directeur du développement aux relations du travail vous présentera les résultats de l'enquête qu'on a menée auprès de vous, du sondage, l'automne dernier. La période de questions sera à la fin de la présentation des relations du travail. On met l'accent sur cette partie-là aujourd'hui, donc il y aura un bon 2 tiers de la rencontre, sinon près de 3 quarts, qui sera consacré aux relations du travail. On s'attend à un petit débordement, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va terminer vers 13h15, de sorte que la période de questions sera à 13h. Pour ceux qui sont avec nous, à 13h, on observera 1 minute de silence pour honorer les disparus dans le cadre de la pandémie. Par la suite, on aura la période de questions. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas demeurer avec nous, on vous invite à indiquer votre question dans le clavardage. On y répondra et vous pourrez réécouter l'enregistrement dans la partie à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui pour obtenir réponse à votre question. Alors, j'espère que ça vous convient. Puis évidemment, il y a toujours les voies habituelles pour nous poser des questions, téléphone, courriel ou autre. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Maintenant, au niveau des affaires publiques et gouvernementales, depuis le dernier webinaire, on a été consulté ou encore on est intervenu dans différents dossiers, soit auprès de l'équipe sous-ministérielle du cabinet ou encore du cabinet et ministre lui-même. En décembre, les élèves vulnérables, les meilleures initiatives pour soutenir, ces enfants-là. Donc, dans la semaine précédant Noël, on nous a consultés là-dessus. La COVID, pendant le temps des fêtes, on est intervenu pour s'assurer que nos cadres, nos membres, soient le plus possible dans une période de congé, non dans une période de traçage. Donc, on a fait une intervention là-dessus. Ça peut vous paraître banal ou lointain, mais disons qu'on est quand même intervenu dans ce dossier-là à l'époque. Le plan pour une économie verte, ensuite, l'électrification des transports, pondération des 2 bulletins, aussi la date de remise du premier bulletin. Donc, on est intervenu à ce niveau-là. Une consultation du ministère sur la tenue ou la non-tenue des examens ministériels. On a sollicité une rencontre auprès du sous-ministre adjoint à la gouvernance des infrastructures et des ressources concernant tout le dossier du plomb dans l'eau, de la qualité de l'air et aussi des récupérations des masques. Donc, ça, c'est il y a un peu plus d'un mois, 1 mois et demi. Frais chargés aux parents, rencontre avec la fédération, aussi avec les associations de direction d'établissements et de direction générale, pour voir un peu là, comment va se diriger la politique dans ce dossier-là. Donc, on est en mode collaboratif. La semaine de relâche, sa tenue ou sa non-tenue, donc on est intervenu là-dessus. Un retard au niveau des apprentissages, comment faire, camp d'été, tutorat, mais aussi la nécessité de préparer 21-22. D'ailleurs, à ce sujet, on s'attend à des consultations fin mars, tout début d'avril. Donc, il est très possible là, que ceux qui sont un peu plus au niveau des services éducatifs, de la pédagogie, FPFGA, que je vous contacte à ce sujet. Plateforme Répondez présent. Alors, la consultation sur la plateforme, sa convivialité, son contenu. Consultation du Conseil supérieur de l'éducation relative à l'éducation en contexte de pandémie. Je tiens à remercier les présidences de commissions professionnelles qui ont participé à cet avis-là. Ça a été très apprécié. Alors, c'était pour le début de février. Formation professionnelle, financement, clientèle à la baisse, décrochage. On a fait des interventions là-dessus. Intervention aussi au niveau des heures groupes de formation, puisque ça a un impact sur la rémunération. On sait que l'année 19-20 a été atypique là-dessus, donc vous avez probablement lu. Sinon, je vous invite à lire le dernier article dans l'Informe AQCS. Le dernier Informe AQCS, il y a un article pour les collègues de l'AFP et de la FGA quant à leur rémunération. Code de difficulté, mesures d'assouplissement au processus administratif, le projet P294. La reddition de comptes liée au tutorat, on était intervenu là-dessus parce que c'était assez massif. Les nouvelles mesures sanitaires, alors on a eu une brève consultation sur le port du masque au primaire, ce qui a été annoncé récemment.
Le transport, c'est un point que je viens tout juste d'ajouter. L'organisation de l'année à venir. Alors, j'ai fait une intervention aujourd'hui auprès du cabinet sur la nécessité d'avoir des règles claires au niveau du transport, puisque la planification des circuits, contrats pour les véhicules, etc., ça approche à grands pas. Et aussi, reconnaissance pour le travail que vous avez effectué pendant la pandémie. On revient au moins une fois par mois auprès du cabinet sur ce dossier-là, soyez-en assurés. Et on nous demande une certaine patience parce qu'on comprend qu'on n'a pas été les seuls à le demander. Il semble que les enseignants l'ont fait également. Mais je dois vous dire que les perspectives semblent assez positives. Donc, soyez assurés que là-dessus, on fait des interventions. Je fais des interventions aux 2, 3, 4 semaines selon les réponses que j'obtiens chaque fois. Donc, voilà pour le dossier des dossiers qu'on a traités jusqu'à présent là, depuis le dernier webinaire. Je voulais vous parler maintenant du maillage que l'on fait présentement, de l'arrimage qu'on fait présentement avec nos différents dossiers, avec la Fédération des centres de services scolaires. On sait que la Fédération s'est dotée de nouveaux règlements généraux. Elle a constitué ses instances. Ils ont maintenant des commissions d'études et d'expertise au nombre de 8 ou 9. Et ces commissions d'études et d'expertise-là, évidemment, traitent pratiquement des mêmes sujets que nos commissions professionnelles traitent. Donc, ce que nous faisons présentement, c'est d'examiner les différents plans de travail pour voir les différentes zones de chevauchement, mais surtout établir les zones de collaboration pour nous permettre d'aller de l'avant, de définir une trajectoire où les gens ne sont pas en dédoublement, tant au niveau de leur participation éventuelle à la fédération que leur implication au sein des commissions professionnelles. Donc, c'est un dossier qui chemine bien. Je vais revenir au Collège des commissions professionnelles là-dessus, donc à vos présidences de CP au début d'avril, lorsque nous aurons notre prochaine rencontre. Au niveau de la fédération, j'ai également eu une rencontre concernant leur plan stratégique. Donc, ils sont en mode d'élaboration et j'ai formulé un certain nombre de commentaires là, sur la nouvelle fédération. Midi en jeu, s'il y a une nouveauté dont je suis particulièrement fier, c'est bien cette idée de notre conseillère en communication, Josée Saint-Hilaire, sur la mise en place de Midi en jeu, lieu d'échange qui vous permettent, sur le plan professionnel, d'avancer certains dossiers. Alors, sauf erreur de ma part, 5 ont été tenus depuis décembre, un en FPFGA en décembre, organisation scolaire en janvier et 3 en février, ressources matérielles, approvisionnement, gestion contractuelle, de même que les finances. Et d'autres sont à venir au cours des prochaines semaines. En terminant, juste un petit mot pour vous informer que nous avons lancé le concours prix cadre scolaire émérite. Il se décline en 3 catégories, je vous les rappelle, bilan de carrière, réalisation d'équipe et relève. Je vous invite à solliciter vos directeurs généraux pour qu'ils soumettent des candidatures. Si vous avez quelques idées, évidemment, vous pouvez toujours leur soumettre. C'est apprécié. Alors, pour la première fois cette année, on a une campagne de publicité sur LinkedIn. Alors, celles et ceux qui sont membres, on vous invite à partager et à liker. C'est toujours apprécié. Je cède maintenant la parole à M. Martin Caron pour le développement professionnel. Écoutez, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour vous présenter ce que je souhaitais faire ce midi, entre autres, profiter de cette tribune-là pour vous présenter une vue d'ensemble de l'offre de service du développement professionnel parce que au cours des dernières années, il y a plusieurs activités de perfectionnement qui ont été mises en place. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que chacune de ces activités-là s'appuie dans un premier temps sur le référentiel de compétences des cadres scolaires, mais repose également là, sur quelques principes de base. Quels sont ces quelques principes de base? Donc, dans un premier temps, c'est de demeurer à l'affût des tendances en matière de gestion. On essaye de le faire, évidemment, dans le cadre de notre partenariat avec les différentes associations. On le fait également dans le cadre de nos collaborations avec les établissements universitaires. On le fait aussi quand on travaille avec des consultants. On le fait aussi en consultant le net et tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une préoccupation qui est très présente, là, puis on tient à se tenir à l'affût de ces tendances-là. On s'assure aussi que le plan d'action annuel de la Direction du développement professionnel est élaboré en conformité avec le référentiel des compétences des cadres scolaires, puis surtout qu'ils soutiennent aussi la mission des centres de services scolaires.
Ce qui est important aussi, c'est de développer des programmes, des formations, des outils qui sont en adéquation avec les attentes des cadres. Évidemment, on mène différentes consultations auprès des cadres là, pour s'enquérir de vos besoins de formation. C'est essentiel dans le cadre du développement de vos compétences. Donc, on a une préoccupation majeure à ce niveau-là. On tient aussi à élaborer des activités de qualité et un prix compétitif. Je pense qu'on réussit assez bien de ce côté-là parce que on vous offre des journées de formation qui tournent autour d'entre 350 et 400 $, alors que lorsqu'on consulte le marché, ces activités-là peuvent coûter entre 800 et 1000 $. Donc, ça, c'est une autre préoccupation majeure là, qui nous tient à cœur. On développe des outils aussi, des applications qui permettent de vous accompagner dans le développement de vos compétences professionnelles. Quand je parle d'outils, un outil, entre autres, qu'on a développé, c'est ClickGestion. Mais on a toujours en tête de pas seulement développer des formations, mais de développer aussi des outils. On assure quotidiennement un soutien au cadre en exercice. Donc, ça, c'est un autre élément important. On soutient aussi les cadres qui veulent poursuivre leur carrière au sein du réseau puis de pousser la réflexion. On tente de plus en plus aussi à mettre en place des stratégies d'apprentissage qui sont variées. On pourra voir tantôt dans une prochaine diapo. Donc, ce qu'on souhaite par la mise en place de différentes mesures, c'est de desservir un plus grand nombre de membres possible au sein de l'association. Et aussi, évidemment, on constate qu'on a beaucoup de nouveaux gestionnaires. C'est important, évidemment, de les soutenir. Donc, on travaille à la mise en place d'un programme pour les nouveaux gestionnaires. Je vous parlais tantôt un petit peu des stratégies d'apprentissage. Bon, évidemment, on souhaite développer des approches pédagogiques innovantes. On connaît tous les approches dites traditionnelles ou classiques, là, les programmes de formation académique, les colloques, les congrès. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est de développer des approches variées. Et les approches qu'on développe, entre autres, il y a le coaching, il y a les programmes destinés à la relève, il y a les communautés de pratique ou les groupes de co-développement. Il y a les cercles de dialogue, il y a la mise en commun de pratique, il y a l'apprentissage en ligne, il y a les programmes universitaires, puis également les occasions de réseautage. Donc, si on s'attarde un petit peu plus au processus de développement des compétences professionnelles, je voulais vous partager surtout une vue d'ensemble du processus. Donc, dans un premier temps, ce qui est important de savoir, c'est que le cadre scolaire se situe au cœur de ce processus-là. Le cadre scolaire, évidemment, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'ensemble des compétences sont identifiées dans le référentiel de compétences des cadres scolaires. Ce qu'on propose aux gestionnaires dans un premier temps, c'est de procéder à une auto-évaluation de ses compétences à l'aide de ClickGestion. Une fois que le cadre scolaire aura réalisé cette auto-évaluation-là, évidemment, il pourra obtenir ce qu'on appelle un profil de compétences ou un tableau de bord qui lui permettra de voir quelles sont les compétences qui sont maîtrisées, quelles sont les compétences qui sont à développer et quelles sont les compétences qui sont à acquérir. Donc, évidemment, le cadre scolaire aura à acquérir, dans certains cas, des compétences en lien avec son champ d'expertise et des compétences plutôt en lien avec la gestion. S'il doit acquérir des compétences avec son champ d'expertise, il pourra participer aux sessions de perfectionnement qui sont offertes par les commissions professionnelles et participer également au congrès biannuel de la QCS. Il pourra aussi, Jean-François l'a abordé précédemment, participer aux journées en jeu. Donc, journées en jeu, en fait, ça prend la forme un petit peu d'une communauté de pratique où les gens partagent leur expertise sur différents sujets. Donc, ce sont toujours des sujets qui sont en lien avec leur champ d'expertise. Si le gestionnaire, par contre, doit acquérir des compétences de gestion, il pourra, évidemment, dans un premier temps, suivre des formations en gestion, évidemment, dans le cadre du partenariat interassociatif, qui sont offertes sous forme de webinaire, mais qui sont offertes aussi en présentiel. Bon, évidemment, cette année, ce n'est pas le cas, mais habituellement, elles sont offertes aussi en présentiel. Il pourra participer aussi à ce qu'on appelle des formations immersives. Donc, des formations immersives, c'est quoi? Ce sont des formations, c'est une expérience virtuelle là, qui se réalise à l'aide d'une tablette. Oh, excusez-moi, j'ai perdu. Pardon.
qui se réalise à l'aide d'une tablette ou d'un portable. Donc, c'est une situation qui plonge, entre autres, le gestionnaire dans une situation fictive là, qui est un peu semblable à celle qu'il pourra vivre là, sur le marché du travail. Donc, ce sont un autre modèle de formation. On a élaboré cette année aussi un nouveau programme qui s'appelle le cadre suppression. En quoi ça consiste, cadre suppression? Ce sont des capsules vidéo qui présentent des simulations de gestion. Et ces capsules vidéo-là sont accompagnées d'un guide du participant et d'un guide d'animation. Le cadre aussi pourra consulter la médiathèque de Clic Gestion dans laquelle on retrouve là, une foule d'informations là, sur les différentes formations offertes. Et également, un nouveau projet qu'on travaille cette année, il pourra évidemment écouter des balados-diffusion. On a comme projet cette année de développer 4 à 5 balados-diffusion. Présentement, il y a 2 balados qui ont été réalisés, une entre autres sur l'intelligence émotionnelle et une autre entre autres sur le courage managérial. Donc, ces balados-là sont disponibles pour vous prochainement et on s'apprête à travailler sur une 3e balado là, qui traitera du leadership. Donc, tout ça est disponible actuellement. Prochainement également, on travaille aussi au développement d'un programme de coaching à l'intention des membres là, de la QCS. Donc, ce programme-là, on compte l'offrir l'an prochain. Et on travaille aussi à finaliser le programme pour les nouveaux gestionnaires, programme qui existait auparavant, mais qui a été revu totalement cette année. Donc, programme qui mettra l'emphase sur quelques éléments théoriques, mais la plus grande part du programme sera surtout consacrée à une dimension pratique. Donc, je le mentionnais tantôt, on a beaucoup de nouveaux gestionnaires, puis je pense que c'est important de les soutenir, puis de développer des activités pour eux. À côté de tout ça, on se préoccupe également de la relève parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle le programme pour les futurs gestionnaires. Donc, programme qui est destiné, entre autres, aux professionnels, aux enseignants, aux techniciens qui aspirent à des postes de gestion. C'est une journée qui est là pour eux, pour les accompagner dans leur réflexion. Donc, évidemment, c'est une préoccupation qu'on a pour assurer la relève au niveau des gestionnaires. Voilà donc ce que je voulais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Vous présenter en fait que toutes les activités qu'on développe, c'est réfléchi, c'est regroupé dans un cadre structuré. On parle souvent qu'on fait plusieurs activités, mais on ne connaît pas la logique de tout ça. Et c'est surtout ce que je tenais à vous présenter ce midi. Donc voilà, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous présenter au niveau du développement professionnel. Je vous remercie de votre attention, puis je vais céder la parole à mon collègue Corrad qui va vous entretenir là, sur le volet des relations de travail. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Martin. Alors, effectivement, pour ma part, je vais vous partager les résultats d'un sondage là, qui a été administré là, par l'association à l'automne, au mois d'octobre, et qui a permis de mieux cerner les enjeux prioritaires des membres là, en matière de conditions de travail, mais également par rapport à d'autres dimensions également du travail ou de la vie associative, là, comme nous le verrons dans les prochaines diapos. Alors, peut-être quelques éléments contextuels là, avant d'entrer dans le vif du sujet. Rappelez que c'est une enquête qu'on a faite d'une manière sérieuse en s'associant avec le département des relations industrielles de l'Université Laval. On a fait ça en partenariat avec des professeurs aguerris là, en matière d'enquête via des sondages numériques. François Bolduc nous ont accompagnés dans la démarche, ainsi que leur assistant Charles-Antoine Girard. Mentionner également que cette démarche-là s'inscrit dans le cadre de travaux préparatoires de l'association en vue du renouvellement des conditions de travail de ses membres. Alors, pourquoi parler de renouvellement des conditions de travail? Bien, essentiellement parce qu'il faut se rappeler que les dernières modifications au règlement qui déterminent nos conditions de travail, elles datent de quelques années déjà et qu'elles ont fait suite à l'entente 2015-2020 qu'on a appelée à l'égard d'éléments de rémunération globale. Une entente qui avait été convenue entre le gouvernement et 18 associations de cadres, dont la QCS, et qui a pris fin. En fait, les derniers ajustements de salaire se sont terminés là, en mars 2020. Alors, voilà.
on peut peut-être changer la diapo. Est-ce que c'est possible de changer la diapo? Est-ce que c'est pourtant la bonne? Est-ce que tu la vois? C'est la prochaine. Oui, mais je ne vois que 3 éléments et il y en a d'autres. Ah, voilà. Merci. C'est ça, OK. Toutes mes excuses. D'accord. Alors, on parle donc de renouveler les conditions de travail et ça implique donc d'avoir à nouveau des discussions avec les autorités concernées, soit le ministère pour certaines questions plus d'ordre sectoriel. Non, il faudrait revenir à la diapo précédente. Merci. Alors, donc, ces pourparlers-là, nous les anticipons soit à l'automne 2021, soit à l'hiver 2022. On sait que le gouvernement actuellement est en discussion intense avec le personnel syndiqué. Bien évidemment, il va régler les conventions collectives avec les employés syndiqués pour ensuite s'asseoir avec ses cadres. Donc, on pense que dans la boule de cristal là, dans laquelle on regarde, bien, l'automne 2021 ou l'hiver 2022 serait le moment où nous serions appelés, les associations, à discuter du renouvellement des conditions de travail de nos membres. Ça implique donc pour la QCS de connaître les enjeux prioritaires qui sont souhaités par les membres qu'elle représente afin de disposer d'un mandat de représentation. Vous comprendrez que pour mettre de l'avant des propositions, qu'on parle de salaire, de classification des emplois, de retraite ou d'assurance collective, bien, ça implique que les membres nous aient saisis de leurs préoccupations, de leur volonté à cet égard. D'où le sondage de l'automne 2020, qui était un premier coup de sonde pour voir où les gens se situaient par rapport à ces questions importantes là, qui sont leurs conditions de travail. Alors, c'était une première démarche dans une vaste consultation qu'on mène à la QCS et qui, dans un deuxième temps, vont nous permettre là, d'aller au sein de chacune des sections, voir un peu ce qu'en pensent les membres de ces résultats du sondage et de d'autres aspects qu'on pourra bien sûr faire valoir là, en matière de conditions de travail, de façon à enrichir cette consultation-là pour, dans une troisième étape, ultimement, donc, faire en sorte que lors d'un conseil général, par exemple, de juin prochain, bien, la QCS se dote d'orientations plus formelles en matière de conditions de travail qui seront mises de l'avant et portées là, lors des échanges là, avec le gouvernement. Alors, si on revient aux dimensions du travail et de la vie associative qui ont été sondées dans le cadre là, de l'enquête de l'automne, eh bien, il y a bien évidemment les informations professionnelles et sociodémographiques, donc le profil de l'échantillon. C'est usuel à ce type d'enquête, quand même des données qui sont intéressantes de savoir quel est le profil des répondants. Quelles sont les conditions générales de réalisation du travail des cadres? Donc, à cet égard-là, on va demander aux gens de s'exprimer sur les conditions d'exercice de la profession de gestionnaire. Par la suite, les priorités plus concrètes en matière de conditions de travail souhaitées. Quatrièmement, le processus de consultation avec la QCS, donc entre le gouvernement et les associations de cadres. On a sondé les gens pour voir comment ils voyaient ça, ces discussions-là ou ces pourparlers-là qui, jusqu'à il y a peu, étaient des consultations, mais qui prennent un peu plus la forme maintenant de ce qui peut ressembler à des négociations. Enfin, il y a les attentes envers l'association également qui ont été mesurées au niveau du rôle attendu de l'association et des moyens d'action qu'elle devrait privilégier. Alors, au niveau du profil, bien écoutez, très intéressant de constater que lorsqu'on regarde l'échantillon, bien, on couvre l'ensemble des postes, les répondants finalement, couvre l'ensemble des postes et des corps d'emploi avec une excellente répartition. La majorité des répondants travaillent dans les centres administratifs des centres ou des commissions scolaires en milieu anglophone pour 73 %. Surtout dans les grands centres urbains, on le comprend, et les couronnes, mais également 35 % des répondants dans les régions plus éloignées. Donc, on a réussi aussi à capter les préoccupations de nos gens en région. 76 % occupent leur poste depuis
9 années et moins, et 72 ont 11 années et plus d'expérience dans le réseau. C'est donc, soit dit en passant, il y a eu presque 1000 répondants sur les 2400 membres que comptait la QCS au moment du sondage. Alors, c'est un échantillon important qui a été jugé de grande qualité et représentatif, qui fait en sorte que les conclusions auxquelles on en arrive sont fiables et sont représentatives du point de vue de l'ensemble des membres, selon les chercheurs qui nous ont accompagnés dans l'enquête. Profil des membres selon les répondants. Donc, on se rend compte que les cadres sont majoritairement féminins à hauteur de 60 %, que presque 88 % sont âgés entre 36 et 59, donc une bonne fourchette d'âge là aussi. 82 %, pas loin, détiennent un diplôme universitaire. Alors, on a demandé aux gens quelles étaient les motivations qui les avaient amenés à choisir la carrière de gestionnaire ou de cadre scolaire. Ils devaient indiquer par ordre décroissant d'importance, parmi plusieurs raisons, là ou les raisons pour lesquelles ils sont devenus cadres. Alors, c'est intéressant de constater que 88 % des répondants nous disent que les raisons 1 et 2 sont les priorités, les premières motivations, soit relever des nouveaux défis et avoir un travail plus intéressant, alors que 63 % ont plutôt choisi 2 et 3 en termes de priorité suivants. Donc, c'est quand même 2 et 3, c'est un travail plus intéressant et améliorer les services du centre de services scolaires. Et on voit que les conditions salariales arrivent finalement au deuxième plan des motivations, puisqu'on voit que c'est choisi en quatrième et en cinquième par 56 % des gens ou 51 % si on prend 3 et 4. Donc, vraiment, la priorité, c'est au niveau des défis, du travail, de l'amélioration des services et par la suite, les conditions salariales. On va voir plus loin que ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas un intérêt pour la rémunération. Bien évidemment, vous devinez que c'est bien le cas, mais que ce n'est peut-être pas le facteur discriminant pour choisir l'emploi de cadre scolaire. Donc, si on regarde les constats au niveau du profil, eh bien, je le disais tantôt, des membres majoritairement féminines et expérimentés, dans la force de l'âge avec une relève importante, qui ne sont pas seulement issus du réseau scolaire et dont la motivation pour devenir cadre est altruiste et plus personnelle que basée sur des aspects, comme je le disais, monétaires ou davantage pécuniaires. La deuxième dimension ou facette que le sondage a permis de mettre au jour sont les conditions de réalisation du travail chez nos membres. Et à cet égard-là, il y a différents indicateurs qui sont utilisés, dont celui du nombre d'employés supervisés. Alors, on voit que 48 % des gens ont des équipes de 10 employés et moins. On a 30 % qui ont des équipes plus importantes, entre 11 et 30 employés. Et pour 21 %, c'est 31 employés et plus qu'on doit gérer. Alors, ce qui est important peut-être de retenir, c'est qu'il y a quand même une évolution là, depuis 5 ans. Presque un cadre sur deux, 48 % nous disent que le personnel sous leur responsabilité a augmenté. Également, on demandait aux gens s'ils étaient contraints par des cibles de performance et l'atteinte de résultats. Et ça, c'est une donnée qui m'a un peu surprise parce qu'un cadre sur deux, 49,8 nous disent que c'est bien le cas. Il y a des exigences et des cibles de performance. Donc, on parle de gestion par résultat ici. Des cibles qui, pour 34 % des membres sondés, nous disent être contraignantes dans le sens où elles limitent leur autonomie professionnelle. Elles encadrent de beaucoup leur travail. Dernière donnée du tableau aussi qui est assez parlante pour nous et intéressante, c'est la complexification du travail. Alors, au cours des 5 à 10 dernières années, on a 88 % des gens qui se disent en accord ou tout à fait en accord avec le fait que l'emploi s'est complexifié.
Ah, ça, c'est pour nous une donnée très utile et très intéressante puisque la complexification d'un emploi, c'est un argument qui milite en faveur d'un rehaussement de la valeur de cet emploi-là. Valeur entendue ici au sens d'une méthode d'évaluation, la méthode E, qui établit un pointage, une valeur à l'emploi qui permet de le situer dans un plan de classification. Alors, si on dit que les emplois se complexifient, c'est que normalement, on sous-tend qu'en raison de nouvelles responsabilités, d'enjeux organisationnels, de reddition de comptes accrus et d'un ensemble de considérations, bien, les emplois évoluent de telle sorte qu'ils devraient obtenir un classement supérieur et voir ce classement rehaussé avec la rémunération qui lui est associée, bien évidemment. Si on regarde toujours les conditions d'exercice de la profession de cadre, eh bien, on demande aux gens, est-ce que vos responsabilités actuelles dépassent ce que vous jugez raisonnable de faire? Écoutez, 41% nous disent que c'est le cas. Ils évoquent la charge de travail trop lourde, différentes raisons, ou encore le manque de ressources humaines. Ça ressort beaucoup aussi là, de l'enquête et des échanges qu'on peut avoir avec les gens. Il manque de ressources pour accomplir, évidemment, tous les mandats qui leur sont confiés. 41%, c'est une donnée qui est préoccupante, surtout lorsqu'on la croise avec les résultats qui vont suivre, là, qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, oui, justement, au cours des 12 dernières années, avez-vous envisagé de quitter non, c'est plutôt les vacances ici, oui. Est-ce que vous avez pris toutes les vacances auxquelles vous aviez droit? Eh bien, 62, presque 63% nous disent non. Alors, vous comprendrez qu'ici, ça soulève des questions, surtout quand on sait que les vacances sont difficilement reportables, entre guillemets. Donc, on peut les perdre si on ne les prend pas, du moins pour un certain nombre. Et qu'est-ce qui explique qu'on ne prenne pas ces vacances? Alors, c'est une donnée qui devrait être forée davantage, là, je ne vous le cacherai pas. Est-ce que on peut penser, oui, peut-être le travail est tellement important, il y a tellement de pression. Est-ce qu'on est vraiment incapable de s'arrêter ou est-ce que ce n'est pas des raisons qui tiennent peut-être à la personne aussi, qui se valorise beaucoup dans son travail et qui fait le choix même de se priver de certaines semaines de vacances pour demeurer au travail. Il y aurait vraiment quelque chose à investiguer davantage ici, mais il y a une donnée qui est quand même parlante là, au niveau de la prise de vacances. Si on demande maintenant aux gens s'ils ont envisagé de quitter leur organisation, écoutez, on a 48% des gens qui nous disent oui. Bon, c'est une chose de le dire, mais quand en plus on ajoute que si on avait l'opportunité demain matin de quitter l'organisation, est-ce qu'on en prendrait la décision? 39% nous disent que c'est le cas. Honnêtement, c'est une donnée qui devrait inquiéter les centres de services scolaires. Elle est révélatrice que quelque chose ne tourne pas rond dans l'organisation. Il y a clairement un voyant rouge ici là, qui va devoir être regardé de plus près pour mieux estimer ou évaluer les raisons qui peuvent expliquer cette volonté de quitter l'organisation. Est-ce qu'on est dans la charge de travail, un horaire de travail, une autonomie professionnelle qui est trop restreinte? Est-ce qu'il y a des questions de rémunération derrière ça? Alors, on ne peut pas tirer ces conclusions-là pour le moment, mais il y a là, comme je le disais, un voyant rouge là, qui devrait nous inquiéter un peu et nous inciter à aller plus loin dans l'analyse. Alors, toujours les conditions de réalisation du travail. Écoutez, on a pris la peine de distinguer avant la COVID et après la COVID, parce que la COVID, bien sûr, a amené son lot d'obligations et d'exigences, mais c'est un facteur qui est conjoncturel dans le temps. On va finir par passer au travers et je pense que plus ça va, moins ces effets-là sont importants. Du moins, c'est ce que des cadres me disaient récemment. Mais dans le gros de la crise, c'est assez impressionnant l'effet COVID parce que lorsqu'on voit avant la COVID, la semaine de travail des cadres entre 46 et 60 heures, on a 45 là, si on additionne 27, 10, 6.
des gens qui font une semaine, là, et là, on est au cours des 12 derniers mois, soit dit en passant, c'était la question. Les gens font en moyenne 46 et 60 heures par semaine, ce qui est déjà une bonne semaine de travail, on en conviendra, là. Et ce nombre grimpe à 58 en raison de la COVID. Alors, 58 là, qui se retrouvent avec des semaines là, de 45 à 60 heures. Et là, il y a même du plus de 60 heures, comme on le voit aussi, pour 13 là, en lien avec la COVID. Il y a vraiment un effet COVID là, qui est venu alourdir de beaucoup la semaine, les tâches et la semaine de travail. Et ça justifie d'autant plus, je crois, là, la demande de reconnaissance dont Jean-François parlait là, d'entrée de jeu qui a été faite et qui, on l'espère, va donner les résultats escomptés. Également, on est allé voir si les gens travaillaient beaucoup les soirs, les fins de semaine, comment ça se présentait de ce côté-là, toujours avant COVID et après COVID. Alors, écoutez, les gens nous disent là, travailler les soirs et les fins de semaine dans une proportion de 46 très souvent, souvent et fréquemment. Alors, les trois premières données, et ça passe à 73 depuis la COVID ou avec la COVID, là. Alors, clairement, là, on voit que le travail va bien au-delà de la journée normale, ou du moins que pour les cadres, une journée normale, ça implique du travail les soirs et les fins de semaine. Ça ressort clairement du sondage. Alors, la charge de travail, lorsqu'on leur demande de façon générale de s'exprimer, ils nous disent qu'au cours des 5 dernières années, elle a augmenté. 82 des cadres sont d'accord. Et si on dit depuis la COVID, bien, on rejoint 88,73 des cadres. Alors, écoutez, les résultats qu'on obtient en matière de conditions de réalisation du travail, bien, on est obligé de dire qu'ils pointent clairement vers un phénomène qu'on appelle de densification du travail. Alors, les spécialistes de la question parlent de densification du travail lorsque, sous l'effet combiné d'éléments tels des exigences de performance, une charge de travail importante, l'augmentation de la cadence, hein, c'est le volume de travail accompli dans une même période de temps ou dans une période restreinte. Eh bien, quand on a une combinaison de ces conditions-là et que l'employé est obligé d'allonger sa journée de travail en réduisant son temps de pause, ses heures de dîner, et qu'il est contraint de travailler le soir et les fins de semaine, qu'il écourte ses vacances même, bien là, on parle d'une densification du travail, c'est-à-dire que le travail empiète sur la vie personnelle, la vie familiale et éventuellement, il y a aussi des conséquences qui peuvent en découler malheureusement sur le plan de la santé physique ou mentale des employés concernés. Alors, il faut être vigilant de ce côté-là. Je vous dirais que ce phénomène de densification du travail aussi n'est pas étranger au discours de plus en plus présent autour du droit à la déconnexion. Vous en avez probablement entendu parler, ça se parle au Québec. En France, on a introduit dans le Code du travail le droit à la déconnexion des employés, qu'on a balisé, bien sûr, là, mais il y a 1 an ou 2. Alors, c'est quoi le droit à la connexion? On l'imagine bien. C'est justement de pouvoir se débrancher à un moment donné puis de dire, bien là, je ne suis pas 24/7 de manière permanente. En lien avec mon travail et toujours disposé et disponible à répondre présent. Mais j'ai aussi un temps de ressourcement, un temps libre, un temps personnel que je protège de cet envahissement-là inhérent à la densification du travail. Alors voilà donc pour les conditions d'exercice. Maintenant, je vous parlais d'entrée de jeu que nous avions la préoccupation de voir au niveau des conditions de travail quels étaient les enjeux que les membres nous identifiaient comme les priorités. Alors, bien, j'ai envie de dire un peu sans surprise parce que ce n'est pas le premier sondage qu'on fait, même si cela a été fait avec des spécialistes, mais le salaire ressort comme une priorité pour 96 de nos membres. Ou encore l'écart salarial aussi avec le personnel syndiqué, hein, 86 %. Les gens se rendent compte que finalement, les cadres, il y a un retard salarial qui est évident au niveau de la rémunération qui est octroyée au personnel d'encadrement par rapport aux autres personnels. Et ça, les gens sont bien conscients de ça et c'est à juste titre, je pense qu'ils identifient ça comme une problématique et un élément qui devrait être corrigé.
quand on nous dit aussi qu'on veut revoir le plan de classification pour 71 d'entre eux, bien, le plan de classification, en quelque part, c'est aussi le salaire, puisque c'est la classe d'emploi, on le sait, hein, un plan qui implique 12 classes d'emploi de 1 à 12, qui me situe, bien sûr, en fonction là, de la taille du centre de service scolaire et qui va déterminer surtout mon salaire. Il y a une échelle de traitement qui est associée à chaque classe. Alors, revoir le plan de classification en lien, je le disais plus tôt, avec la complexification des emplois, les nouvelles responsabilités, ça apparaît comme important pour nos membres. Mais également, nos membres nous disent que la retraite, encore une fois, est une question importante et il s'avère qu'il y a des enjeux au RRPE auxquels il faudra s'attarder plus longuement, puisqu'on n'a pas tout réglé les problématiques de ce côté-là, mais les gens voudraient même qu'on améliore le régime de retraite, non seulement qu'on assure sa pérennité. Et les gens nous disent qu'ils aimeraient aussi améliorer les conditions de départ à la retraite. Donc ça veut dire les critères qui permettent de partir à un certain âge, alors qu'on a déjà des critères qui sont un peu plus généreux sur ce plan-là par rapport au régime des syndiqués, le REGOP. Alors, c'est une commande là, qui va être pas facile, mais on reçoit la préoccupation des membres. On verra comment, après discussion dans les sections, ça va se traduire. Améliorer donc les conditions de départ. OK. Reconnaissance des responsabilités additionnelles. Eh bien, les gens nous disent qu'au-delà du salaire qu'ils gagnent, lorsqu'ils se font confier un mandat, bon, je pense à des gens qui assument un rôle de responsable de l'application des règles contractuelles, un mandat important, bien, il devrait y avoir une compensation, une reconnaissance additionnelle dans les conditions de travail. On est d'accord effectivement avec ça, bien évidemment. Au minimum, assurer le pouvoir d'achat. On comprend ici que 64 des gens nous disent, tu sais, dans les augmentations de salaire, il faudrait minimalement s'assurer de préserver le pouvoir d'achat. On reçoit ça, bien sûr. L'acétate suivante. Alors, régime d'assurance médicaments, on voit aussi que bien que ça vienne un petit peu plus loin dans les priorités, il y a une préoccupation des membres. Et ces dossiers-là vont tous revenir pour discussion, débat, échange au sein des sections dans le cadre de la deuxième étape de consultation à laquelle on va vous convier. Alors, favoriser retraite progressive. Écoute, je passe rapidement sur les autres éléments. Qui ont peut-être un peu moins d'importance et qui pourront revenir de toute façon dans la discussion plus tard. Alors ici, on change un peu de dimension là, qui a été mesurée dans le cadre du sondage. On a voulu savoir ce que les gens, nos membres, pensaient du processus de consultation des cadres, puisque c'est des régimes consultatifs, là, on le sait, auxquels nous sommes assujettis, les associations de cadres, contrairement au personnel syndiqué qui sont plus dans un mode véritable de négociation. Mais c'est quand même un régime consultatif qui évolue aussi avec le temps et à la lumière de certaines décisions des tribunaux supérieurs, la Cour suprême en tête. Donc, ça change dans la dynamique des rapports collectifs de travail avec le gouvernement. Et d'ailleurs, ça change dans le sens que nos membres nous disent que ça devrait changer, puisque quand on regarde le premier élément du tableau, sans être un syndicat, est-ce que l'association devrait pouvoir négocier les conditions de travail de ses membres? Eh bien, les gens nous disent qu'ils sont en accord à 96 %. Alors, donc, c'est quand même une donnée qui est très forte. Et que si jamais on ne s'entend pas dans des négociations, bien, il faudrait pouvoir soumettre le différend qu'on a à un mécanisme neutre, peut-être un mécanisme d'arbitrage, par exemple, plutôt que de se voir imposer la solution par l'État employeur. Donc, 85 % nous disent oui au recours à l'arbitrage en cas de différend lors de négociations. Et également, certains nous disent qu'on pourrait, par exemple, s'en référer à un comité d'experts qui pourrait, après analyse, étudier par des comparaisons salariales qu'est-ce que devraient être des conditions raisonnables là, en termes d'augmentation de salaire, par exemple. Certains groupes dans la fonction publique, la grande fonction publique, disposent de tels comités d'experts. Alors, nos gens nous disent que c'est une bonne idée.
Bien sûr, ils nous disent qu'il faut avoir au moins le souci d'obtenir les mêmes gains que le personnel enseignant à 72 %. C'est sûr que c'est toujours là qu'on met la barre, mais on la met plus haute, bien évidemment. Mais on reçoit ça très positivement. Inscrire les conditions de travail dans des conventions collectives, les gens ne jugent pas nécessairement ça comme une priorité, là. Ça peut être un décret du gouvernement, comme c'est le cas pour une personne sur deux, mais il y en a 50 % qui nous disent que ça pourrait s'envisager. Les moyens de pression, tout ça, on voit que ça vient beaucoup plus loin. Le droit à la syndicalisation, on n'est pas là, mais pas du tout. Dernier élément, bénéficier d'un droit de consultation, ben, c'est un peu ce qu'on a. Et les gens nous disent que ce n'est pas du tout suffisant. On le voit, seulement 12 % sont en accord par rapport à donc 51 % en désaccord. Alors maintenant, on regarde un peu plus le rôle attendu de la QCS du point de vue des membres sondés. Alors écoutez, les répondants nous disent là, que la QCS, c'est d'abord un lieu de discussion et d'échange. 94 % sont d'accord. Ils voient le président de section ou la présidente de section comme une source d'information eu égard à leurs conditions de travail dans 88 % des cas. Alors, ça implique donc pour nous d'habiliter quand même nos présidences de section à pouvoir faire ce travail. Mieux connaître et avoir accès à la présidence des sections. Donc, il y a sur le plan de la vie associative là, locale quelque chose, là, certainement un message pour nous comme association. On le sait, puis on sait aussi que la pandémie n'a pas favorisé la vie associative au plan local dans la dernière année. Pour avoir parlé avec plusieurs présidents de section, on le comprend. Alors, il y aura un peu de rattrapage à faire de ce côté-là, c'est clair, et on sera là de toute façon, la permanence, pour accompagner les présidences dans ce rôle. Est-ce que la QCS tient compte de l'opinion de ses membres? Bien, 63 % nous disent oui, mais il y a quand même presque 30 % des gens qui ne le savent pas. Je vous dirais que ça questionne pour moi. Je pense qu'il y a là quelque chose à regarder. Quelle raison pourrait faire en sorte qu'un cadre sur 3 ne sait pas si l'association tient compte de son opinion? Je peux vous dire qu'elle en tient compte, mais il faut peut-être en faire une démonstration plus convaincante. Alors, il y a quelque chose qui nous interpelle ici et qu'on va regarder attentivement. Organiser plus d'activités. Si tu permets, Conrad, effectivement, on a peut-être que ce n'est pas uniquement dans l'aspect des relations du travail, mais tout le reste. Alors, on va s'assurer que sur le plan des communications, on prend bonne note de ça et on va faire en sorte là, de faire des retours sur certaines consultations que l'on mène pour que les gens comprennent bien qu'on a tout bien analysé, mais que parfois, certaines opinions, certains commentaires ne peuvent pas être retenus. Donc, on prend bonne note de ça et on va faire un bon suivi de ça. Et en dernier élément, donc, est-ce que la QCS doit être une organisation exclusivement de prestation de services aux membres? Non. Les gens sont totalement en désaccord, on l'a dit. C'est un lieu de réseautage, c'est un lieu d'échange. Alors, ça cadre bien, je pense, là, la volonté des membres au regard du rôle attendu de l'association. Maintenant, lorsque les membres nous expriment ce qu'ils voient comme moyen d'action à privilégier par l'association, bien écoutez, ils nous indiquent pour eux que c'est important d'augmenter la présence auprès du ministère. Là. Je pense qu'on parle du MEC maintenant, à 95 %. Et là-dessus, je pense que Jean-François pourrait dire que dans la dernière année, c'est probablement mission accomplie parce qu'on a été très, très, très présent là, par des rencontres régulières au niveau de Jean-François avec le cabinet, le ministre, les sous-ministres là, dans la gestion de la crise sanitaire. Mais de façon générale, on comprend le message. On nous dit également que de participer au débat entourant l'éducation, ça devrait être une priorité pour l'association. À 92 %, il faut être présent dans les débats, développer un discours public qui associe l'expertise des cadres au bon fonctionnement du réseau. Pour 89 % des gens, c'est important comme action attendue de la QCS. Des activités de lobby auprès des autorités politiques sont bien vues également. 87 % des gens nous disent tout à fait en accord avec cette idée.
Alors, promouvoir les valeurs du système public d'éducation, une campagne de publicité pour valoriser l'expertise des cadres scolaires. Quand même, là, 75% des gens nous disent qu'il faut se mettre davantage en valeur, il faut être peut-être un peu plus visible. C'est ce qu'on décode de ce côté-là, parce qu'on nous dit aussi que dans les médias, il y aurait un appétit pour qu'on soit là peut-être davantage là, à hauteur de 74% des gens. Donc, les gens veulent que l'organisation soit connue. Alliance avec d'autres associations de cadres, c'est quelque chose qui est bien vu aussi des membres. Une présence plus grande auprès des centres de services scolaires. Alors, c'est pour 69%. Et les alliances avec les syndicats, beaucoup moins jugées pertinentes par les membres, ce qui n'est pas non plus dans l'air du temps de notre côté. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente du côté des moyens d'action qui sont privilégiés. Alors, en termes de conclusion générale, on peut affirmer que la QCS regroupe des membres qui sont un groupe très engagé vers le succès des centres de services scolaires ou des commissions scolaires et de l'éducation publique, qui ne ménagent aucun effort ni le temps qu'ils consacrent au travail, dont les conditions de travail se détériorent toutefois, et ça avant la COVID et davantage depuis la COVID. On l'a vu, je pense, hein, par les données présentées. Des gens qui priorisent des enjeux associés au salaire, mais aussi de réalisation du travail dans une perspective de maintien ou d'améliorer les services et le fonctionnement des centres de services scolaires, qui appuie l'idée qu'il faut modifier la méthode de détermination des conditions de travail dans une perspective de neutralité, hein, puisqu'actuellement, on le sait, le mécanisme de détermination des conditions de travail, il est politique là, pour beaucoup, on ne se le cache pas, c'est le gouvernement qui est employeur, donc il y a toujours une dimension politique aux échanges que nous avons là, en matière de détermination de nos conditions de travail. Alors, les suggestions qui nous ont été faites indiquent qu'on voudrait aller vers quelque chose de beaucoup plus neutre, moins partisan, moins politique, qui appuie la QCS, mais qui est également en quête de forum pour s'exprimer. Et qui veut que la QCS s'implique dans les débats publics et une recherche d'une certaine valorisation du travail de ses membres. Enfin, on souhaite une association qui privilégie les stratégies et les interventions de type consensuel, axées sur la collaboration, beaucoup plus qu'une approche de revendication ou de combativité, là, bien évidemment. Alors, je crois que ça termine les éléments qu'on voulait vous présenter au niveau du sondage, dont certains éléments vont être repris, comme je le mentionnais, au sein de les consultations locales des sections, dans le cadre d'un document là, que nous sommes à finaliser, qui présentera 6 grands thèmes, retraite, classification, rémunération, perfectionnement, autres conditions de travail, pour lesquelles vous serez invités là, à vous prononcer, à vous nous faire part de vos préoccupations et qui nous aideront à venir déterminer les grandes orientations que nous pourrons mettre de l'avant dans les discussions à venir avec le gouvernement et avec le ministère. Voilà. Merci. Alors, on passerait donc à la période de questions. Vous aurez donc bien compris qu'on vous a présenté les résultats du sondage, qui est un sondage national, et qu'on va aller forer l'aspect un peu plus qualitatif des choses dans vos sections, avec vos présidences de section au cours du printemps. Et qu'en juin, en collaboration avec le Conseil général, on va dégager des grandes orientations de discussion, de négociation avec le gouvernement quant à nos conditions de travail. On a bien compris que du côté du plan de classification et de l'aspect salarial, il y a beaucoup de travail à faire, mais on va aller chercher chez vous un peu plus d'argumentaire, un peu plus de qualitatif, comme je le disais, pour bien étayer notre argumentaire. Donc, voilà où l'on se situe. Et évidemment, l'échéance est pas mal celle que Conrad vous a mentionnée. Alors, on s'attend donc à ce que les discussions, les négociations aient lieu l'hiver, l'automne prochain ou peut-être l'hiver. On est conscient là, que c'est un peu long
mais c'est le rythme de la machine, malheureusement, et nous sommes en bout de piste. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a des questions et des commentaires, Jean-François, dans la conversation que je pourrais vous résumer. Oui. Alors, j'ai un commentaire de Mme Beaulieu qui concerne la question en lien avec les motivations versus le salaire. Elle apporte un bémol. Le salaire n'étant pas beaucoup plus élevé que celui d'un enseignant, ce n'est pas une motivation pour faire le saut à la direction. Au début, en tout cas, c'est de cette façon qu'elle avait compris la question. D'accord. Ensuite, un commentaire de M. Lucier. Pour la question, concernant la question de la prise de vacances, il est difficile de prendre des vacances quand la clientèle est présente. Lorsqu'elle ne l'est pas, nous devons nous réorganiser, affectation, refaire les budgets, etc., en vue de la prochaine année scolaire. Donc, notre secteur et ses exigences expliquent en grande partie la non-prise des vacances. Un commentaire de Mme Martine Lupien. Il y a des ajustements salariaux. S'il y a des ajustements salariaux, il faudra s'assurer que le financement suive, car présentement, ce n'est pas le cas. Bien noté. Ensuite, un commentaire de M. Philcroft. Concernant les vacances, aussi difficile quand les chantiers sont tous en été, mais que l'on passe le reste de l'année à les planifier. J'ai aussi une question de Yannick Lirette qui demande est-ce que les résultats du sondage seront partagés avec l'Association des directions générales pour qu'elles en prennent connaissance. Oui. Ensuite, concernant la grosseur des centres de services scolaires versus la rémunération, on a plusieurs commentaires. Donc, Mme Jolin, c'est injuste que le salaire soit en fonction de la grosseur du centre de service. Certaines de nos responsabilités sont les mêmes que nous ayons 15 000 élèves ou 30 000 et que la majorité des plus petits centres de services scolaires ont moins de ressources. Donc, nous devons prendre les bouchées doubles. Sur le même sujet, oui, vas-y. Là-dessus, peut-être vous dire que c'est un des éléments de réflexion sur lesquels on a commencé à se pencher et on se penchera effectivement. Il y a tout dans notre organisation, comme dans plusieurs organisations, cette dualité entre les très, très grosses organisations et les plus petites organisations où la polyvalence est de mise, puis les très, très grosses organisations où des cas où il y a un volume, puis où il peut y avoir des risques de cas plus spécifiques ou plus distincts ou plus complexes. Donc, évidemment, il faut embrasser l'ensemble de ces diverses situations-là, mais évidemment qu'on va en tenir compte dans notre argumentaire. Même sujet. Donc, c'est très inéquitable comparativement avec d'autres métiers. Un policier de la SQ qui pratique son métier dans une autre région moins populeuse est rémunéré relativement de la même façon qu'un policier des grands centres, pas en éducation. Pourquoi? Bon. Il n'y a peut-être pas vraiment de réponse à donner à ça pour l'instant, mais on en prend en bonne note. Peut-être observer une minute de silence comme on vous l'a proposé oui. En l'honneur de nos disparus et on vous reviendra à 13h01. Alors, on pourrait reprendre. Peut-être, je pourrais peut-être en complément, Jean-François, si tu permets, là, informer les gens, parce que je vois beaucoup de commentaires là, qui
qui rejoignent des éléments pour lesquels on est déjà en réflexion. Les associations là, en matière de classification des emplois. Il y a quand même un travail qui est entamé depuis un certain temps sur cette question-là parce qu'on connaît les préoccupations de nos membres. Là. Et je veux dire, la deuxième étape de consultation, laquelle j'ai référé plus tôt, amène ce dossier-là, là, identifie ce dossier-là comme une priorité et fournit des pistes également là, qui vont permettre là, de dégager, j'ai envie de dire, là, des avenues là, pour nous en termes de discussion qu'on pourra mettre de l'avant avec les autorités du ministère qui, en passant, là, se sont montrés ouverts à entreprendre des discussions exploratoires avec nous dans le dossier de la révision du plan de classification. Alors, c'est un plan qui a 20 ans, là, on le sait. Ça nous autorise à avoir des réflexions assez larges qui peuvent bien sûr porter sur les strates d'effectifs, le nombre de strates d'effectifs, la situation de certains emplois particulièrement, la distinction qui peut être faite entre des cadres d'un secteur versus un autre dans l'établissement du classement. Alors, ces questions-là, elles vont être soumises à la consultation au sein des sections pour qu'éventuellement, là, nous puissions, nous, être légitimés d'amener ces échanges-là et de nous positionner davantage là, dans le cadre de demandes de modification au plan de classification que nous trouverions plus équitable, plus juste, plus approprié là, dans les circonstances. Alors, vous dire que le sondage là, nous a fourni 350 commentaires écrits en matière de classification des emplois et la réalité des petits centres, la réalité des grands centres, la réalité de beaucoup de gens nous a été partagée et on l'a bien entendu. Maintenant, il faut faire un peu la synthèse de ça et de voir qu'est-ce qui pourra être priorisé et qu'est-ce qu'on choisit de mettre de l'avant, là, bien évidemment. Mais ce que j'entends là est du domaine du connu. Je suis content de l'entendre à nouveau là, parce que c'est des choses là, qui vont être, je pense, discutées avec le ministère. Effectivement. Alors, on pourrait poursuivre, Louise? Oui, certainement. Alors, j'ai une question d'une dame, Danielle, dont j'ai oublié le nom de famille. Elle demande si la retraite est prévue pour 2022. Est-ce que les augmentations seront rétroactives ou si la rente de retraite sera bonifiée? Je ne comprends pas la question. Écoute, ce que j'en comprends, c'est si le début, si jamais c'est plus long pour faire les négociations avec le gouvernement et que la personne serait déjà à la retraite, est-ce que elle recevra un montant rétroactif ou si ce serait sa rente de retraite? Théoriquement, oui. Toute personne qui a cumulé du service et qui était présent au moment où des augmentations de salaire s'appliquent va y avoir droit. Effectivement, si le salaire est versé rétroactivement, même si cette personne-là est partie, que ce soit pour la retraite ou pour un autre motif, là, elle aura droit effectivement à l'ajustement de salaire et au montant rétroactif. Merci. Alors, ensuite, Caroline Lefebvre de Montréal qui demande quand la consultation de section devrait avoir lieu. Ce printemps, donc à partir autour du 20 mars jusqu'à toute fin de mai au plus tard, le temps pour nous de colliger l'information et de soumettre les résultats au Conseil général du mois de juin. Donc, pour Mme Lefebvre et les autres présidents de section, mentionner que nous sommes disponibles, M. Béré et moi-même, pour vous accompagner lors de cette consultation-là dans votre section. Merci. Ensuite, Valérie Nollet-Bédard qui commente un enjeu important est le fait que les cadres des services autres, à partir de coordonnateurs, est une classe inférieure par rapport aux services des ressources humaines et services éducatifs dans le plan de classification, ce qui est perçu comme inéquitable. Il n'y a pas de cette distinction dans le réseau collégial, par exemple. Oui, effectivement, on en est bien conscient et ce sera un des gros enjeux des discussions que nous aurons avec les autorités compétentes. Madame Laforêt
Seigneurie d'Émile-Île, dans certains services, les ressources matérielles par exemple, il est difficile de prendre des vacances en été à cause des chantiers. Il est quasiment impossible de prendre des vacances pendant l'année et ne peuvent être rémunérés ou une différence salariale entre les classes des gestionnaires RH, formation générale aux jeunes, donc services éducatifs, et les gestionnaires des autres services. Qu'en est-il? Ben, c'est un petit peu la même question. Oui, effectivement. Pour la question des vacances, c'est sûr qu'on peut bien prendre acte de votre réalité et en débattre. Évidemment, on va faire ça. Évidemment, on est conscient que pour certains services, les ressources matérielles, il y a le transport aussi, possiblement les approvisionnements. En fait, pour plusieurs d'entre vous, c'est un peu plus difficile la période estivale. On en est bien conscient. On a une question à savoir quel est le pourcentage de nos membres qui sont dans des petits centres, donc des petits, j'imagine, des centres de services scolaires, là. Alors, il faut, je ne sais pas, je n'ai pas la statistique immédiatement, je ne sais pas si on peut la trouver rapidement. Bien, je peux donner quelques informations, ça ne donne pas les nombres de membres, mais pour avoir travaillé, puis travailler toujours sur le dossier, là, on parle de 17 centres qui comptent 5 999 là, effectifs. Là. Donc, les plus petits centres là, qui ont une clientèle de 6 000 et moins sont au nombre de 17. On en a 22 qui se situent entre 6 000 et 12 000. Donc, ça fait déjà là presque 40 centres. Vous comprendrez quand même que ça commence à faire un bon nombre de cadres également. On en a une quinzaine qui se situe dans le 12 000 à 23 999 et 14 entre 24 et 48 000 qui sont là des centres de plus grande importance. 3 qui sont les plus grosses, 48 000 et plus, Marguerite Bourgeois-Laval et Montréal. Donc, c'est la répartition actuelle. Je dois dire qu'il est vrai que cette stratification-là n'existe pas de façon aussi marquée dans le secteur de la santé ou dans la fonction publique. Donc, il y a très certainement une réflexion à faire à ce sujet-là. Merci, Conrad. Alors, j'ai d'autres commentaires là, qui se disent en accord aussi avec Mme Nollet-Bédard là, sur les différences entre les services, là, donc services autres et RHSE. J'espère que je n'ai pas... Ah oui, il y a d'autres choses ici. OK. Monsieur Chichi dit les différences entre les plans de retraite REGOP et RRPE ne sont plus très avantageux pour les cadres. Il serait intéressant de bonifier le RRPE. Sinon, quel est l'avantage d'avoir un plan différent pour les cadres avec moins de membres qui nous coûtent plus cher? Écoutez, on pourrait faire une présentation d'1 heure sur le dossier. La question est très bonne. J'ai envie de dire que je vais inviter monsieur et ses collègues à la 2e étape de consultation parce que la question va être traitée de façon plus importante avec les constats qui mettent en lumière la réalité qu'il vient de décrire, mais d'autres éléments également et des options possibles. Parce que si vous ne le saviez pas, bien, le gouvernement a déjà annoncé son intention d'intégrer le RRPE au REGOP. Et ça soulève quand même des enjeux importants pour un certain nombre de membres, plus pour certains que pour d'autres, mais ça nous interpelle évidemment comme groupe qui avons toujours eu notre propre régime. Et là, on a déjà travaillé à des alternatives et tout ça pourrait faire l'objet d'échanges et d'explications, si je peux dire, de ma part ou de la part de Jean-François, là, dans le cadre là, de la consultation menée au sein des sections. Et ça permettra à tout un chacun là, de mieux comprendre les tenants aboutissants et peut-être de nous partager leur point de vue sur la chose. Oui, effectivement, on va aborder ça de façon plus approfondie lors des rencontres au niveau des sections pour prendre un peu votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je crois avoir fait le tour, mais je veux dire aux participants que j'ai gardé tous les commentaires et si jamais il y avait des suivis à faire, on pourra le faire par la suite. Voilà. Excellent. Alors, merci Louise, merci Conrad et Martin, bien apprécié.
Merci à vous tous pour votre présence. C'est une expérience que nous reprendrons un peu plus tard cette année. Donc, on vous tient à jour des différents dossiers de l'association dans le cadre de nos 3 missions. Donc, relations de travail dont nous venons de discuter, développement professionnel et affaires publiques et gouvernementales. Alors, je vous remercie de votre présence et de votre intérêt. Merci à tous. Belle fin de journée.